Ok. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté donc l'invitation de Dr Boussoffer pour vous parler des formes respiratoires de l'asthme et de la Covid-19. Ce sujet a été traité récemment au cours du 31e Congrès national de pédiatrie dans sa version virtuelle. Je vais vous parler un peu des formes respiratoires de la Covid-19, d'autant plus que c'est un sujet d'actualité. La relation Covid-19 et les enfants, les enfants ne sont touchés que dans une faible proportion, soit 2% des patients infectés et ce, de par le monde. Aux États-Unis, en Chine, en France, c'est toujours la même proportion. Au fur et à mesure que les enfants sont atteints, une forme atténuée de pneumonie virale a été constatée chez cette tranche d'âge. Il s'agit d'une forme avec une fièvre modérée, une toux sèche, une fatigue, des myalgies ou des céphalées qui ne nécessitaient dans les cas les plus sévères qu'une simple oxygénothérapie dans 20% des cas. En moyenne, que quelques jours d'hospitalisation. Donc, la problématique concernant la relation asthme, forme respiratoire et Covid-19 se résume en 5 questions. La Covid-19 induit-elle des symptômes respiratoires chez l'enfant? La Covid-19 constitue-t-elle un facteur d'exacerbation de l'asthme chez l'enfant, pour les enfants asthmatiques? Est-ce que l'asthme pédiatrique représente un facteur de risque pour avoir la Covid-19 chez l'enfant, justement? Est-ce que les enfants asthmatiques sont plus à risque d'avoir la Covid-19 par rapport aux autres enfants? Est-ce que le contrôle ou la sévérité de l'asthme modifie l'évolution de la maladie? Et enfin, les thérapeutiques de l'asthme, à savoir la corticothérapie inhalée, les corticoïdes par voie orale, sont-elles délétères ou bénéfiques pour la Covid-19, justement? Donc, on va essayer, à travers ce topo et ce cours, de vous parler, de répondre à ces 5 questions. Donc, la prévalence chez l'enfant, donc comme je vous l'avais déjà dit et vous le saviez déjà, que la prévalence était très faible chez l'enfant, elle atteignait les 2%. Et on va vérifier tout ça à travers cette étude colligeant 16 749 patients atteints de Covid-19, colligés en Angleterre, et il n'y avait que 2%, soit 239 enfants moins de 18 ans, dont 139 moins de 5 ans. Les études chinoises et italiennes ont confirmé cette tendance et cette faible prévalence chez l'enfant. Aux États-Unis, parmi 149 000 cas de Covid-19, 1,7% seulement étaient des enfants et seulement 5,7% parmi cette population étaient hospitalisés, et fort heureusement. Donc, la prévalence de la comorbidité asthme et Covid-19, la relation asthme et Covid-19, on va l'étudier à travers 8 études, soit un total de plus de 17 000 patients, colligés dans des régions géographiques multiples, aux États-Unis, en Chine, en Italie, en Espagne. Donc, les taux de comorbidité de la Covid-19 avec l'asthme étaient significativement inférieurs à la prévalence déclarée de l'asthme dans leurs régions respectives. La relation Covid-19 et asthme, les asthmatiques étaient beaucoup plus inférieures, la prévalence était beaucoup plus inférieure qu'à la prévalence déclarée dans les mêmes périodes au cours des années 2019, 2018 et 2017. Donc, et dans les régions respectives. Une étude récente menée à l'hôpital pédiatrique du Bronx, à New York, a abouti aux mêmes conclusions, retrouvant un asthme chez 24,4% des enfants hospitalisés. Donc, ce qui équivaut à la même prévalence dans cette population. Donc, 24,4%, il n'y a pas une augmentation de la prévalence des exacerbations d'asthme ou des asthmes inauguraux au cours de cette pandémie. D'accord ? Si vous pouvez intervenir, je voudrais bien que le cours soit interactif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. D'accord? Donc, pour comprendre le tableau clinique et les formes respiratoires de l'asthme, il faut passer par la physiopathologie pour comprendre la clinique. Donc, je vais vous expliquer, grosso modo, pourquoi un enfant ou un adulte ferait une pneumopathie interstitielle et plutôt un SDRA, plutôt qu'une crise de dyspnée sifflante. L'invasion immune ou la réponse immune vis-à-vis du SARS-CoV-2, elle dépend de 3 choses. De l'haplotype HLA, c'est-à-dire de la capacité des molécules CMH de classe 2 à présenter l'antigène aux lymphocytes T.
Deuxième chose, au statut immunitaire du patient. Est-ce que cet enfant ou cet adulte, il est immunocompétent ou bien immunodéprimé? Donc, et troisième chose, de la charge virale, surtout la charge virale, donc le high viral load, donc la charge virale, donc le contact, le sujet contact et la durée du contact. Donc, cette invasion immune et la réponse immune vont inhiber précocement la réponse à l'interféron gamma, ce qui est un facteur pronostic, inhiber la réponse de l'immunité innée, c'est-à-dire l'afflux de PNN, de macrophages, c'est l'immunité innée, et secondairement, ça va inhiber la réponse immune adaptative, c'est-à-dire les cellules, donc la sécrétion d'anticorps, et la cytotoxicité liée aux lymphocytes. Donc, ces trois mécanismes, c'est-à-dire l'altération immune, l'invasion du SARS-CoV-2 et la charge virale, vont contribuer à la surproduction de facteurs tissulaires et avec altération de la coagulation. Ces facteurs tissulaires et cette coagulation altérée vont contribuer à une hyperactivation des monocytes, des macrophages avec des cellules endothéliales et les cellules épithéliales et une surproduction de chymokines et de cytokines. On parle d'orage cytokinique dû à cette activation, hyperactivation des cellules de l'immunité innée, avec une inflammation et une altération de la migration cellulaire au niveau des tissus. Il y a un afflux de macrophages de monocytes au niveau des cellules bronchiques, au niveau du parenchyme pulmonaire lui-même, ce qui va induire une pneumopathie interstitielle avec SDRA, due à l'afflux de cellules immunitaires, avec augmentation de la sécrétion de cytokines, un syndrome d'activation macrophagique ou équivalent du syndrome d'activation macrophagique, avec une coagulation intravasculaire disséminée, ce qui va contribuer à la défaillance multi-organe. Donc, ce qui est surprenant, et de manière surprenante, on a remarqué à travers plusieurs études que l'asthme jouait plutôt un rôle protecteur qu'aggravant. Donc, c'est plutôt un facteur protecteur. Comment l'asthme joue-t-il ce rôle-là? En effet, le SARS-CoV-2 utilise les récepteurs de l'angiotensine 2 pour pénétrer dans la cellule épithéliale respiratoire. Donc, ce récepteur est fort heureusement il est faiblement exprimé au niveau des cellules épithéliales chez l'asthmatique. Surtout l'asthmatique avec un profil TH2. Profil TH2, profil DH2, il est producteur de cytokines, interleukine 4, interleukine 5 et interleukine 13. Donc, un asthmatique a un profil cytokinique particulier où certaines cytokines baignent d'une manière basale. Donc, ce sont des cytokines-là et a une faible expression des récepteurs de l'angiotensine 2 d'une façon innée. Donc, le SARS-CoV-2 utilise ces récepteurs de l'angiotensine 2 pour pénétrer dans la cellule épithéliale. Il ne retrouve pas beaucoup de récepteurs, donc du coup, l'asthme représente un facteur protecteur. Par contre, les coronavirus classiques et les principaux virus respiratoires utilisent d'autres voies et d'autres récepteurs, ce qui explique que l'asthmatique n'est pas épargné des exacerbations à coronavirus classique et aux autres virus respiratoires tels que le VRS et le rhinovirus, par exemple. Donc, les tableaux cliniques qu'on peut voir et les formes respiratoires qu'on peut voir chez l'enfant asthmatique et chez l'enfant tout venant, de manière générale. Donc, pour parler d'un cas suspect, généralement, c'est tout enfant qui présente une infection respiratoire des voies inférieures, avec fièvre, tout gène respiratoire, rentrant dans le cas de cas groupés, dans le temps et dans l'espace. Au cas où à tout enfant qui présente une infection respiratoire basse, il est suspect jusqu'à preuve du contraire. Tout enfant, quel que soit le tableau clinique, qui présente une détresse respiratoire aiguë inexpliquée par une autre pathologie. Et donc, ces formes respiratoires, généralement, ça commence par une infection des voies aériennes supérieures ou bien par une infection des voies aériennes inférieures. La fièvre, pour les formes respiratoires de la COVID, est généralement présente. Donc, les formes cliniques vont de la forme asymptomatique à la forme critique, en passant par les formes mineures où on classe l'enfant en forme mineure devant une infection respiratoire aiguë haute, avec fièvre, toux, douleur pharyngée. Et on va voir le pourcentage de fièvre. La fièvre, c'est le symptôme le plus fréquent. Et on va voir à travers les séries combien d'enfants ont été fébriles et combien d'enfants présentaient une toux.
des douleurs pharyngées, de congestion nasale, fatigue, céphalée, myalgie ou un tableau digestif. Donc, les infections respiratoires hautes constituent la forme mineure de la COVID-19 dans sa forme respiratoire. Pour la pneumonie modérée, c'est des signes respiratoires bas, sans atteinte du pneumonie sévère, qui peut être sans fièvre, mais atteinte alvéolaire bilatérale. Même des crises d'asthme typiques, une crise d'asthme typique dans le contexte actuel de la pandémie. Et si on fait la radiographie thorax, on tombe sur des images alvéolaires bilatérales. C'est ce qui nous met généralement la puce à l'oreille. Asthmatique qui fait une exacerbation, pour crise d'asthme d'urgence, on fait la radiographie thorax, opacité alvéolaire interstitielle bilatérale. Donc, nous avons le PCR Covid et généralement J positif. La quatrième forme clinique, c'est la pneumonie sévère. C'est un tableau qui associe un ou plusieurs critères suivants. Augmentation de la fréquence respiratoire, supérieure à 70 cycles par minute, inférieure à 1 an, bien supérieure à 50 cycles par minute, supérieure à 1 an. Saturation en oxygène moins de 92%, signe de lutte, apnée intermittente ou anomalie neurologique associée, refus de l'alimentation, difficulté de l'alimentation ou des signes de déshydratation. Généralement, c'est une altération d'état général avec altération d'état neurologique et d'état d'hydratation avec des signes de lutte et un tableau de détresse respiratoire. Pour les formes critiques, ce sont des formes qui mettent en jeu le pronostic vital, soit par la détresse respiratoire, donc c'est un tableau de SDRA, soit par un état de choc septique, soit par une défaillance multifiscérale avec CIVD. Donc, à travers cette étude américaine donc, menée à Boston, colligeant 54 cas d'enfants, on remarque que l'âge médian, il est de 14 ans pour les formes sévères, alors que l'âge médian pour les formes non sévères est de 9 ans. Donc, on conclut que les adolescents, ils sont plus à même de faire des formes sévères avec une P qui est fortement significative. Donc, l'âge, il est beaucoup plus avancé pour les formes sévères. D'accord, avec un P qui est significatif. Pour les nourrissons, on remarque que 14 nourrissons avaient des formes non sévères, tandis que 0 nourrissons avaient des formes sévères, avec un P qui est à 0,05. Donc, on conclut que les nourrissons sont épargnés, et fort heureusement, des formes sévères, selon cette étude américaine. Donc, pour la fièvre, elle est présente dans 84% des cas, chez les enfants et les nourrissons. Pour la toux, elle est présente et les symptômes respiratoires d'une façon générale, ils sont présents dans 64% des cas. La fièvre dans 84% des cas entre les deux. Et la toux, les symptômes, la toux, la dyspnée, les douleurs thoraciques sont présentes dans 64% des cas. Pour la dyspnée, la polypnée, c'est-à-dire la fréquence respiratoire, c'était le facteur déterminant pour prédire la sévérité d'emblée à l'admission avec un P qui était significatif. Pour les comorbidités et les facteurs de risque, ce n'était pas l'asthme. L'asthme, 4 enfants étaient non sévères et 2 enfants étaient sévères et avec un P qui n'était pas significatif, tandis que l'obésité apparaît comme un facteur, comme la comorbidité qui était la plus significative entre les non sévères et les sévères dans cette étude. Bon, et c'est une autre étude multicentrique colligeant 281 patients hospitalisés avec un âge médian de 10 ans. La fièvre était présente dans 87% des cas. La toux était présente dans 81% des cas. 64% étaient dyspnéiques à l'admission. 15% sifflaient. Alors que d'habitude, le Covid, généralement, asthme et Covid, le sifflement n'est pas au premier plan. Une auscultation pulmonaire au début qui est normale, ou bien des crépitants ou de fin crépitant. L'hypoxie a été constatée dans 11,2% des cas. Des images alvéolaires de pneumopathie ont été constatées dans 49% des cas. Donc, on a remarqué à travers cette étude multicentrique que les symptômes respiratoires apparaissent les 3 premières semaines après l'infection. C'est-à-dire, les symptômes respiratoires, ils vont se manifester les 3 premières semaines. Même pas, ils vont laisser place à un autre tableau clinique fait de rage cutanée, de signes de conjonctivite, de fièvre prolongée, de défaillance multi-organes, qui est le MISC ou le MIS-C. Le Multi-Inflammatory Syndrome in Children. D'accord? Donc, les 3 premières semaines, c'est essentiellement les formes respiratoires. Au-delà, à partir de la troisième semaine,
c'est d'autres tableaux cliniques, dont le plus sévère et heureusement encore rare, le MIS-C. Donc, cette étude multicentrique a conclu que la moitié des patients avec forme respiratoire avaient plus de 13 ans. Donc, cette étude, elle a colligé 281 enfants. L'étude l'IRQBAL a 54 enfants. Donc, la moitié des patients avec forme respiratoire avaient plus de 13 ans. C'est-à-dire que était l'apanage de la... Les facteurs de risque liés à l'atteinte respiratoire étaient dominés par l'obésité, par une pathologie respiratoire chronique autre que l'asthme, par une pathologie neurologique, une IMC par exemple, sous-jacente. Et de cette étude ressortent les facteurs prédictifs de forme sévère. Et l'hyperleucocytose à l'admission apparaît comme un facteur prédictif de sévérité. Non la leucopénie ou la lymphopénie, c'est l'hyperleucocytose. L'hypoxie initiale apparaît comme un facteur prédictif de sévérité. Les opacités alvéolaires bilatérales d'autant plus étendues que la forme est beaucoup plus sévère. L'âge plus jeune et l'obésité. Donc la radiographie thorax, c'est le premier examen complémentaire à demander devant un enfant qui présente une suspicion de la COVID-19 avec forme respiratoire, avec toux ou fièvre. Donc premier examen, avec la biologie bien sûr, la radiographie thorax. Donc cette étude chinoise, donc 72% des patients pour 72 une radiographie thorax a été pratiquée pour 72% des patients. Le résultat était des images en verre dépoli bilatéral dans 69% des cas. Un épanchement pleural dans 25% des cas. Des images alvéolaires, de condensation alvéolaire, focale, c'est-à-dire focalisée ou systématisée, dans 22% des cas. Et un pneumothorax a été colligé dans 5% des cas, chez 2 patients. 5 patients avaient des images alvéolaires infracliniques, c'est-à-dire qu'on a trouvé les signes radiologiques de la COVID sans pour autant que les enfants soient symptomatiques. Donc, des images alvéolaires, des signes alvéolo-interstitiels bilatérales, infracliniques. Quand est-ce qu'on aura recours à la tomodensitométrie thoracique ou au scanner thoracique, qui est beaucoup plus sensible pour visualiser le syndrome interstitiel? Le syndrome interstitiel, management, je crois, le radiothorax, il y a un syndrome de C. On peut voir des images en verre dépoli ou des opacités alvéolaires interstitielles, mais le scanner thoracique ou la tomodensitométrie thoracique, il est beaucoup plus sensible pour dire que c'est des opacités interstitielles, le syndrome interstitiel bilatéral, avec les micronodules et les images en verre dépoli. Donc, elle est indiquée dans les fortes suspicions avec PCR négative. Même avec une PCR négative, on peut avoir de véritables tableaux de COVID. Chez l'enfant immunodéprimé, dans les formes d'aggravation secondaire, dans le suivi des malades en réanimation. Et je vous montre des images de l'unité Covid de l'hôpital d'enfants de Tunis. Le premier enfant, il était âgé de 9 ans. Il était admis dans un tableau de dyspnée sifflante. Il est asthmatique connu, suivi à la consultation sous traitement de fond. Il est bien observant. Donc, il vient pour exacerbation d'asthme, c'est-à-dire dyspnée sifflante. Et c'est au moment où on a eu la radiographie thorax, puisqu'on a demandé la radiographie thorax devant l'association à une fièvre au cours de cette exacerbation. Généralement, les exacerbations d'asthme sont viro-induites. Donc, on a demandé la radiographie thorax, on est tombé sur des images alvéolaires bilatérales et ainsi qu'un verre dépoli ici, mais surtout une opacité alvéolaire, un foyer alvéolaire basal gauche et des images broncho-alvéolaires basale droite aussi. Donc, la PCR était positive. Il a été mis sous vitamine C, sous zinc. Il a été hospitalisé à l'unité pendant 24 heures et on l'a remis sans traitement de fond et sous traitement de consolidation. Bien sûr, corticothérapie par voie orale. Il s'en est sorti. Et je l'ai revu après la consultation, il va très bien. Deuxième malade, âgée de 6 ans, admise à l'unité pour détresse respiratoire. Elle avait une hypoxie à l'air ambiant avec 83% à l'air ambiant, avec un contraste entre l'hypoxie initiale et le tableau clinique, puisqu'elle était légèrement polypnéique, elle avait 6 ans, avec une hypoxie. Ce qui a motivé la réalisation de la radiographie thorax, qui montre une distension thoracique bilatérale, avec des images
une bande d'atelectasie basale droite. Une bande d'atelectasie essentiellement, les images alvéolaires paracardiaques, paracardiaque droite. Et ici, une image d'atelectasie basale gauche. Le scanner thoracique a confirmé les troubles de la ventilation bilatéraux avec des images en verre dépoli, surtout à gauche. Le scanner thoracique ou la TDM, si elle est réalisée, elle va montrer quelques distinctions par rapport à l'adulte. Devant de légers symptômes cliniques, généralement les symptômes respiratoires sont moins prononcés et moins sévères que l'adulte. Et justement, c'est l'expression du récepteur de l'angiotensine 2 qui explique cette légèreté ou ces symptômes cliniques qui sont plus modestes. Donc, moins de TDM forcément positif. Les répercussions radiologiques seraient moins significatives. Cependant, il y a deux caractéristiques donc, spécifiques à la TDM thoracique chez l'enfant, qui sont surtout la distribution péribronchique des lésions et l'épaississement de la paroi bronchique, comme le montre ce scanner, et qui sont plus observés chez les patients pédiatriques. Donc, l'épaississement bronchique, un véritable syndrome bronchique bilatéral et une distribution surtout péribronchique. D'accord, vous avez le syndrome interstitiel avec des nodules. D'accord. Donc, deux sociétés savantes américaines, à savoir the Society of Thoracic Radiology et the American College of Radiology, les deux n'appuient pas l'utilisation du scanner thoracique de façon routinière ou pour les patients avec suspicion de Covid-19. La radiographie thorax suffit pour l'enfant, sauf pour les indications comme l'aggravation secondaire ou les enfants en réanimation. D'accord. L'utilisation de scanner n'est pas systématique. Donc, la conduite thérapeutique devant un enfant qui présente des symptômes respiratoires en rapport avec la COVID-19, c'est surtout l'oxygénothérapie. C'est surtout l'oxygénothérapie pour lutter contre cette hypoxie. L'objectif, c'est d'atteindre une saturation cible qui dépasse les 94% pendant la réanimation. Et si l'enfant est stabilisé, la saturation cible, elle dépasse les 90%, c'est suffisant. Le mode dépend de la gravité, allant des lunettes simples au masque à haute concentration. Il faut toujours préférer les lunettes simples et le masque à haute concentration par rapport à l'oxygénothérapie à haut débit, un risque de diffusion. L'oxygénothérapie à haut débit, si elle est utilisée si l'hypoxémie est réfractaire, s'il n'y a pas de place en réanimation, et il vaudrait mieux mettre un masque chirurgical dessus, vu le risque important d'aérolisation. Donc, préférez le masque à haute concentration à l'oxygénothérapie à haut débit, mais si on n'a pas le choix et le malade était grave. D'ailleurs, la patiente qui avait la saturation, la deuxième patiente qui avait la saturation à 83%, elle ne répondait pas ni aux lunettes simples, ni au masque à haute concentration. Donc, on était obligé de la mettre sous oxygénothérapie à haut débit et ça marchait, elle a bien évolué cliniquement. Pour les enfants asthmatiques suspects ou confirmés COVID+, préconiser un traitement inhalé par spray et chambre aux nébulisations, car avec les nébulisations, il y a un risque d'aérolisation. À défaut, donner les nébulisations avec un débit de 6 litres par minute tout en assurant l'aération des chambres. D'accord. Donc, le traitement de fond et le traitement de consolidation, l'ensemble des traitements nécessaires au bon contrôle de l'asthme doivent être maintenus. Donc, il ne faut jamais arrêter un traitement de fond de l'asthme, y compris les corticoïdes inhalés. D'ailleurs, ces corticoïdes inhalés, on a démontré que ces corticoïdes inhalés contribuaient à une expression plus faible du gène de l'angiotensine 2 et d'une sérine type 2 qui permettait le gène d'expression qui permettait l'entrée du virus, du CoV-2, du SARS-CoV-2 dans la cellule. Donc, les corticoïdes inhalés jouaient un rôle encore plus protecteur. Et même les corticoïdes par voie générale, quand ils sont nécessaires, du fait d'une exacerbation. Les poudres et les aérosols doseurs, ils doivent être préférés aux nébulisations, susceptibles de favoriser bien sûr la diffusion virale en cas d'infection par le SARS-CoV-2. Nébulisation, il faut avoir un bon nuage de nébulisation, et ça va contribuer à l'aérolisation et à la diffusion du SARS-CoV-2 dans la chambre, ce qui va induire un risque pour le personnel soignant et pour les autres malades si le patient n'est pas isolé, s'il est suspect par exemple. La spirométrie elle est suspendue pendant la période CoV-2, sauf pour les urgences.
Le contrôle de l'asthme prévient-il le risque? Est-ce qu'un asthme bien contrôlé, il n'y a pas de risque pour cet enfant de tomber malade ou d'avoir le Covid-19? Donc, bien sûr, il faut s'acharner à avoir un bon contrôle de l'asthme. Il faut utiliser tous les moyens et toutes les pressions thérapeutiques pour contrôler l'asthme, afin d'éviter ou limiter le risque d'exacerbation et le recours aux soins. Et ce traitement de fond, il est adapté selon les recommandations en vigueur. Il faut aller par palier. Le traitement de fond par corticoïdes inhalés doit être maintenu. Les associations thérapeutiques aussi. Et les traitements de courte durée par corticothérapie orale doivent être maintenus et doivent être prescrits si nécessaire. On remarque, d'après cette étude menée aux États-Unis, à Boston, je pense, ou à Houston, donc que la diminution des consultations et des exacerbations d'asthme, l'asthme était bien contrôlée en 2019 par rapport à 2020 par rapport à 2019, avec une diminution de moins 84,4% des consultations aux urgences pour exacerbation d'asthme due à cette pandémie. Donc, l'évolution des patients asthmatiques et l'évolution sous traitement. Donc, selon cette étude masse, entre le 16 janvier et le 8 février 2020, colligeant 2143 patients, dont 731 étaient confirmés par PCR. Plus de 90% des cas étaient asymptomatiques. Donc, une symptomatologie mineure était présente dans 51% des cas, de sévérité moyenne dans 39% des cas, et un seul enfant était décédé. Donc, parmi 731, un seul enfant était décédé. C'était une forme très grave. Cette étude américaine, parmi les 149 000 cas confirmés de Covid-19, cette étude américaine a été colligée à travers 3 États, c'est-à-dire New York, New Jersey et Connecticut. Elle a colligé 149 000 cas d'enfants entre le 12 février et le 2 avril. Donc, 2572, 1,7% étaient des enfants âgés de moins de 18 ans. 72% des enfants contre 93% des adultes avaient des symptômes à type de fièvre, de toux et de polypnée. Donc, les symptômes respiratoires étaient moindres par rapport aux adultes. Et seulement 5,7% étaient hospitalisés contre 20% des adultes. Cette étude nord-américaine a étudié les comorbidités sous-jacentes à la Covid-19 entre le 14 mars et le 3 avril 2020. Donc, on a beaucoup de retard. 49 enfants étaient hospitalisés. 48 enfants ont été hospitalisés, donc 14 unités de réanimation pédiatrique. Il y a un billet pour cette étude, c'est-à-dire que les enfants ont été hospitalisés directement en réanimation pédiatrique, puisqu'ils étaient graves d'emblée, participant à un réseau coopératif nord-américain. 40 enfants présentaient 40 sur 48 présentaient des comorbidités significatives. 35 avaient une insuffisance respiratoire aiguë. 18 nécessitaient une ventilation mécanique. 11 avaient une défaillance multiviscérale et un seul enfant nécessitait l'ECMO. Au 3 avril, deux enfants étaient décédés, 15 étaient toujours hospitalisés, dont 3 ventilés et 1 sous ECMO. La durée médiane de séjour en réanimation et d'hospitalisation était de 5 jours, donc réanimation, 7 jours d'hospitalisation seulement. Et 2 enfants seulement étaient décédés. Pourtant, c'était des malades de réanimation et qui portaient des comorbidités significatives, surtout des malformations cardiaques. L'asthme est-il lié à un risque accru de Covid-19 ou de formes sévères? Eh bien, je vais répondre à cette question et la réponse n'est pas évidente. 2572 enfants américains de moins de 18 ans de la même étude, donc 345 enfants, 345 enfants, on avait les fichiers et les dossiers complets de 345 enfants, mais 2500 étaient des enfants aussi, mais 345 avec des dossiers qui étaient complets. 80 avaient des antécédents pathologiques chargés. 40 avaient de l'asthme. 25 avaient une pathologie cardiovasculaire et 10 avaient un déficit immunitaire. Parmi cette série, aucun décès n'a été colligé. Pourtant, la moitié des patients qui avaient des antécédents pathologiques étaient asthmatiques. 46 enfants, 11 sur 46 étaient asthmatiques. Dans une autre étude, pas de différence significative pour le séjour en réanimation ou les complications ou le séjour en pédiatrie pour ces enfants asthmatiques. 3 étaient hospitalisés en réanimation et 8 dans un service de pédiatrie. Donc, pour répondre à cette question, l'asthme, est-ce qu'il est lié à un risque accru de Covid-19 ou de formes sévères? Donc, selon les Chinois, non. Sauf donc les facteurs de risque
de risque accru pour avoir la Covid-19 chez l'enfant, c'est surtout avoir une cardiopathie congénitale sous-jacente, une hypoplasie bronchopulmonaire, une malformation pulmonaire importante, des hémoglobinopathies, une malnutrition sévère ou bien un déficit immunitaire. Pour les Américains, selon les recommandations américaines, oui, l'asthme peut être associé à un risque accru de Covid-19 si l'asthme est sévère ou non contrôlé. Est-ce que le virus, le coronavirus type 2, est un trigger des exacerbations? Oui, il induit des exacerbations d'asthme comme tout autre virus, en dehors du risque direct d'infection par le SARS-CoV-2 chez les enfants asthmatiques. Le virus, le SARS-CoV-2, il peut agir de deux façons. Ou bien il va induire, comme les coronavirus de sa famille, induire une exacerbation d'asthme sans lésion pulmonaire. Ou bien il va avoir son effet direct, le risque direct avec l'infection virale, avec la multiplication et l'appel des cellules phagocytaires au niveau du parenchyme pulmonaire et le syndrome interstitiel. Il va agir sur les deux voies et peut faire des symptomatologies différentes chez un même enfant. Donc, en dehors du risque direct d'infection, il peut induire des exacerbations, oui. Les pandémies, quoique les pandémies antérieures provoquées par d'autres coronavirus, tels que le MERS, n'étaient pas associées à des exacerbations d'asthme, mais ces épidémies n'avaient pas, surtout, c'était pas l'apanage de l'enfant. En revanche, des infections saisonnières non pandémiques à coronavirus classique peuvent provoquer de telles exacerbations. D'ailleurs, les bronchiolites, plusieurs bronchiolites sont provoquées par les coronavirus classiques. Donc, l'exacerbation d'asthme et la COVID-19 ont une similarité clinique, certes. Les symptômes les plus fréquents étant respiratoires, enfants et adultes confondus, mais même chez l'enfant, les symptômes les plus fréquents étant respiratoires. Heureusement que le MISC est beaucoup le plus rare. La toux est sèche avec dyspnée. Des symptômes qui sont similaires, qui peuvent dire c'est un asthme, c'est une COVID-19. La fièvre va nous faire pencher plutôt pour la COVID-19. Le sifflement au premier plan va nous faire pencher vers l'asthme, mais l'association des deux est possible. Pour différencier, il faut rechercher un comptage. Il faut donc suivre l'enfant à l'évolution clinique. Il faut s'aider d'examen paraclinique. Au moindre doute, demander une PCR Covid. Pour un enfant qui est fébrile, qui siffle et qui fait une exacerbation qui ne sera pas plus grave que d'habitude. Donc, et voilà quelques exemples des questions posées à Gina. Et Gina a publié récemment, donc, en mars 2020, qu'il faut maintenir son traitement de fond, qu'il faut utiliser les corticoïdes par voie orale, qu'il faut traiter la rhinite allergique vigoureusement par les corticoïdes par voie locale et que la spirométrie doit être suspendue sauf pour les urgences. Donc, en conclusion, il ressort de ces études qu'on a vues ensemble une moindre sévérité de l'infection Covid-19 chez les enfants, certes, et ceci a été démontré à travers le monde. Les formes respiratoires peuvent mimer une exacerbation d'asthme. Les exacerbations des patients asthmatiques, elle est moindre et c'est multifactoriel. Les patients asthmatiques, d'habitude, en décembre ou en janvier, on voit beaucoup d'asthme. Actuellement, on ne voit pas beaucoup d'asthme dans les services de pédiatrie et c'est multifactoriel. Peut-être que les parents, ils jugent que l'enfant a une maladie chronique, ils vont utiliser les mesures barrières d'une manière beaucoup plus vigoureuse. Utilisation plus stricte des mesures barrières. Donc, c'est multifactoriel au fait. La prévalence de l'asthme parmi les Covid-19 pour la même période de l'année, elle est beaucoup plus faible. Les formes respiratoires sévères chez l'enfant existent, mais c'est moins fréquent que chez l'adulte et c'est surtout l'apanage de l'adolescent et l'apanage des enfants qui sont diabétiques, qui ont une autre comorbidité et surtout obèses. On a besoin d'autres études multicentriques et internationales et pourquoi pas tunisiennes pour voir le pourcentage de formes respiratoires parmi les patients atteints de la COVID-19 dans notre pays. Je vous remercie et j'attends vos questions.